Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Merci encore à tous nos contributeurs qui nous envoient chaque jour et chaque semaine des comptes rendus des JT. C'est fort appréciable et ça nous aide vraiment à analyser et décrypter l'actualité. Ils se reconnaîtront, merci à eux. On passe tout de suite au sommaire. Au sommaire donc aujourd'hui, Fabien Namias, le directeur général adjoint de LCI, a une déclaration étonnante qu'il a tenue en début du mois. C'est passé sous nos radars mais on la regardera cette semaine. En premier sujet, Pap Ndiaye, donc le nouveau ministre de l'Éducation nationale, indigéniste, racialiste selon certains, il est en tout cas très fortement protégé par les médias. On regardera ça ensemble. On passera à notre revue de presse hebdomadaire comme chaque semaine, avant de passer à notre deuxième et dernier sujet, Damien Abad, encore un ministre de Macron qui a des casseroles derrière lui. Immédiat numéro 397, c'est parti. Notre image de la semaine est donc celle de la prise de parole de Fabien Namias, le directeur général adjoint de LCI sur France Inter en début de mois. Une image finalement qui est passée sous nos radars mais qu'il faut absolument regarder tous ensemble. Il faut savoir tirer les leçons de ce qui a été fait. Et notamment les leçons, par exemple, de la crise du Covid, où on a beaucoup donné la parole à des experts, des journalistes, des éditorialistes extrêmement talentueux, mais qui n'avaient pas plus de compétences médicales que vous et moi, voire même de médecins. On a vu combien d'urologues, de néphrologues ou autres commenter la situation infectieuse et la situation virale. Seuls doivent parler d'un sujet ceux qui savent de quoi ils parlent. Alors, quand même, des déclarations formidables, Jean-Yves. On nous pourrit l'esprit pendant 2 ans, on fait dire n'importe quoi à n'importe qui pendant 2 ans sur la crise Covid, et aujourd'hui, le petit mea culpa, maintenant que personne n'écoute. Oui, bien sûr, et ce qui n'empêchera pas de recommencer les mêmes mensonges, la même partialité. Peut-être que dans 2 ans, on nous dira finalement sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on a peut-être raconté des choses qui n'étaient pas toujours tout à fait exactes, etc. Exact. C'est un petit coup de buvard après, mais évidemment, les mensonges sont restés dans les têtes. Alors, 2 remarques, c'est quand même intéressant, d'autant plus que Namias, c'est une dynastie de grands journalistes de TF1, enfin grands journalistes. Le père était directeur de l'information de TF1, lui fait carrière, le fils Fabien fait carrière à LCI, et ils reconnaissent, on vous a raconté des histoires pendant 2 ans. Alors, sa dernière phrase d'ailleurs est assez intéressante. On comprend qu'il vise le docteur Marty qui a raconté absolument n'importe quoi, ou le docteur Alexandre qui a dit aussi pas mal de choses assez discutables, mais il nous dit seuls doivent parler d'un sujet ceux qui savent de quoi ils parlent. Oui. Eh bien, d'un certain point de vue, il a raison, mais ça ne veut pas dire que ceux qui parlent, qui savent de quoi ils parlent, disent forcément des choses exactes. La meilleure preuve, dans les gens qui savent de quoi ils parlent sur le sujet du Covid, on peut dire que les infectiologues savent de quoi ils parlent. Oui. Mais, contrairement aux néphrologues et aux urologues. Contrairement aux néphrologues et à l'urologue, et ça, bien. Mais les infectiologues, vous avez eu Madame Karine Lacombe qui a développé un certain nombre de thèses, et vous avez eu Didier Raoult qui a développé des points de vue tout à fait contradictoires ou différents. Oui. Donc, et pourtant, on peut dire effectivement par le passé universitaire, ce sont des gens qui connaissent les sujets, ou devraient connaître les sujets dont ils parlent, mais qui peuvent avoir des points de vue différents. Voilà. Donc je relativise encore ça. Alors bien sûr, les médias vont choisir toujours quand même l'expert qui leur va bien, quoi. Oui, alors quand même, si on met 2 infectiologues l'un face à l'autre et qu'on a un débat productif, peut-être que les Français n'y comprendront rien, mais le débat aura été au moins productif et honnête. Voilà. Alors qu'un infectiologue face à un urologue, effectivement, il n'y a pas match, quoi. Il n'y a pas match. Bon. Intéressant d'ailleurs, Namias, directeur du service politique et économie à France 2 en 2010, ensuite passé directeur général chez Europe 1 en 2013, avant de devenir directeur général adjoint de LCI en 2018. Donc finalement, un parcours aussi brillant que son père. Oui, absolument. Chers spectateurs, on passe à notre premier sujet de la semaine, Pap Ndiaye.
Emmanuel Macron s'est enfin décidé à dévoiler les membres de son nouveau gouvernement Borne. L'annonce a déjà fait grand bruit et pour cause, le chef d'État a décidé de lâcher Jean-Michel Blanquer au profit de l'historien Pap Ndiaye à la tête donc de l'éducation nationale. Éducation, quels sont les chantiers urgents qui attendent le nouveau ministre Pap Ndiaye, demande le Sud-Ouest. Le nouveau ministre de l'Éducation Pap Ndiaye prend la suite de Jean-Michel Blanquer entre rupture et continuité. Sa feuille de route, c'est de continuer d'aller plus loin, a souligné la Première ministre, selon Le Monde. Et enfin, Julien Pain, donc le plus glorieux et le plus renommé des vérificateurs de faits. 3-2-1 parti pour une semaine de polémiques nauséabondes et stériles avec le hashtag Pap Ndiaye, donc en relation avec cette nomination. On regarde tout de suite ce que le JT de France 2, de TF1, avait à dire à son sujet. Et depuis hier, il essuie le feu des critiques de l'extrême droite. Ça va être très émouvant encore pendant plusieurs jours, je pense. Des prises de position qui suscitent de virulentes attaques de l'extrême droite. Ça me paraît tout à fait grotesque. Il a un grand respect pour les valeurs de la République. Sa position a toujours été claire. Pour lutter contre les discriminations, il faut connaître les discriminations. Alors c'est formidable, on nous dit que ce Pap Ndiaye est la cible de l'extrême droite, donc on met le bouclier protecteur. Ah, attention, on n'a pas le droit de le critiquer, parce que si on le critique, on est d'extrême droite. On va voir tout à l'heure qu'il y a des tas de gens de tous les horizons politiques et idéologiques qui l'ont critiqué. Mais dans les critiques attribuées, entre guillemets, à l'extrême droite, pour employer leur vocabulaire, il y a des choses tout à fait justes, tout à fait exactes. Je n'en citerai dans l'immédiat que deux. La première chose, c'est que M. Ndiaye a participé en 2016 à des réunions en non-mixité, c'est-à-dire interdites aux Blancs. Oui. Voilà. Vous imaginez si un Blanc organisait des réunions interdites aux Noirs. Voilà. Eh bien, Ndiaye, il a participé à ça. Alors vous me direz, je vais être un peu polémique, mais en non-mixité, lui-même, c'est la mixité, puisqu'il a une mère blanche et un père sénégalais, qui est d'ailleurs reparti assez vite au Sénégal. Bon, il s'en fallait de peu pour qu'il ne passe pas le pas de la porte, finalement. Voilà, exactement. Oui, ils n'ont pas été très vigilants, je trouve. Bon. Oui. Ensuite, il a fait toute une enquête, toute une étude pour changer le recrutement de l'Opéra de Paris. Oui. Le recrutement de l'Opéra de Paris, c'est un recrutement très sélectif. La danse, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant. Et là, on va modifier les critères de manière raciale. De manière raciale, puisqu'on dit, bah non, il y a trop de danseurs blancs ou de danseurs blanches, et donc on va racialiser les choses. Et M. Ndiaye a fait un rapport de 66 pages pour expliquer comment on allait faire. Donc, il est assez logique qu'il y ait eu une certaine critique. Et enfin, il s'est prononcé en faveur de la culture de l'effacement, la cancel culture. Alors, en estimant que c'était assez logique d'envisager, en tout cas qu'il ne s'opposait pas au fait qu'on puisse déboulonner le statut du général Lee aux États-Unis ou celui de Joséphine de Beauharnais en France. Voilà. Donc, bah oui, au fond, il a le droit d'être racial. Moi, je suis ouvert d'esprit, donc il a le droit d'être racialiste. Il a le droit d'être pour la culture de l'effacement. Voilà, tout ça, très bien. Il a droit de se réunir uniquement entre noirs s'il trouve que les blancs sentent mauvais, à la limite. Mais on a le droit de le critiquer, on a le droit de le dire, et on va pas lui donner une immunité politique et idéologique sous prétexte, c'est là qu'on retrouve la race, sous prétexte qu'il serait noir, il serait inattaquable. Eh bien non, c'est pas parce qu'il est noir qu'il ne sera pas attaqué. Mais c'est peut-être la manœuvre de Macron. Y compris en direction des syndicats d'enseignants, qui sont quand même des bonnes consciences de gauche, qui ont plongé l'éducation nationale dans la situation où elle se trouve aujourd'hui, qui vont peut-être être gênés pour critiquer leur ministre. Voilà.
Bah, oui, nous, on n'a pas cette pudeur. C'est l'intouchable. L'intouchable du gouvernement. C'est le nom d'un film, d'ailleurs. Exactement. Voilà. Exactement. Attaqué, il l'a été. Et en tout cas, les médias n'ont pas attendu pour voler à son secours et pour taxer ses opposants et ses critiques de partisans d'extrême droite, comme on l'a vu. L'historien Pape Ndiaye, ciblé par l'extrême droite, BFM TV se demande sur quoi se basent les attaques dont Pape Ndiaye est la cible depuis sa nomination. Et finalement, c'est l'auteur de l'article qui nous explique ses raisons sur Twitter. Parce qu'il est présenté comme l'anti-Blanquer, parce qu'il est jugé indigéniste, ce qui est faux. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, vous venez de le démontrer. Parce qu'il est accusé d'être anti-flic, vous pouvez y revenir. Ce qui est faux, non, ce qui est vrai, puisqu'il a expliqué qu'il y avait un racisme systémique dans la police. Oui. Donc c'est le discours un petit peu anti-flic de base aujourd'hui. Classique, voilà. Et ensuite, par simple et pur racisme, mais alors sans étayer finalement il n'y a pas propos. d'immunité de race. Voilà, il n'y a pas d'immunité de race. On a le droit de critiquer un blanc, indépendamment du fait qu'il soit blanc. On a le droit de critiquer un noir, indépendamment du fait qu'il soit noir ou pas. Voilà. Oui, donc ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas regarder la couleur, Jean-Yves, il faut être daltonien. Voilà, sans doute. Et ensuite, pour finir, l'historien croule sous les critiques de l'extrême droite et d'une partie du monde intellectuel, selon Lacroix. Ah, et d'une partie du monde intellectuel. C'est peut-être Il pourrait même y avoir des intellectuels d'extrême droite, sait-on jamais. Non, c'est pas possible. On regarde tout de suite ce qu'a à dire Mathieu Bock-Côté à ce sujet sur CNews. C'est la manière habituelle de disqualifier une critique, c'est-à-dire on dit extrême droite, puis là on s'épuise, on dit extrême droite, et là c'est comme la manière d'un épouvantail, c'est une technique d'épouvante, c'est une manière d'étiqueter la position, c'est une manière de disqualifier à l'avance toute critique de ce nouveau ministre. Il y a aussi le déni de réel, et je dirais même une forme d'institutionnalisation du mensonge. Parce qu'on nous dit mot pour mot, voilà un homme républicain qui croit à la méritocratie, et toutes les déclarations que j'ai évoquées, là, on peut les sourcer, ce que j'ai dit, ce n'est pas dans le récit officiel. Donc c'est le mensonge par occultation, c'est le mensonge par déni, c'est le mensonge par oubli. Donc on construit un récit qui laisse de côté toutes les aspérités idéologiques, qui laisse de côté ce qui heurterait véritablement l'opinion, et on nous présente ça comme des réactions critiques de Pape Ndiaye, comme des réactions irrationnelles. Toujours parfait, Bock-Côté. Il montre bien le côté disqualifiant du terme d'extrême droite, qui permet d'éviter les critiques, et le déni de réel, puisque, je veux dire, les preuves de l'opinion indigéniste de Ndiaye, on en a des tonnes et des tonnes, quoi. Voilà. Oui. Donc, ce qui reproche finalement aux médias traditionnels, c'est de ne pas montrer ces arguments. Non. Pour ne pas alerter l'opinion à ce sujet-là, quoi. Absolument. Oui. Bon. Ce que j'ai trouvé intéressant finalement dans l'article de Lacroix, je reviens un petit peu avant, c'est cette phrase « une partie du monde intellectuel ». Et alors c'est vrai que finalement il y a des critiques, bien sûr, de droite et de ce qu'on appelle aujourd'hui communément l'extrême droite, mais il y a aussi des critiques de gauche finalement, Jean-Yves. Oui, alors il y a des critiques de gauche ou des critiques d'intellectuels pas trop situés. Il y a la critique de Taguieff. Ouais. Il y a la critique de Finkielkraut. Finkielkraut, il est toujours sur une ligne assez conservatrice républicaine, on va dire. Oui. Bon, voilà. Il y a Taguieff. Il y a Benjamin Stora, qui a fait un peu marche arrière, mais qui l'a quand même critiqué. Donc il y a Noiriel aussi. Il y a Noiriel. C'est peut-être la critique la plus substantielle. Noiriel, qui est un historien vraiment tout ce qui est de plus progressiste et bien convenu. Donc ça fait quand même beaucoup de monde en dehors du champ de la très méchante extrême droite. Noiriel disait de Pape Ndiaye que finalement il réhabilitait le concept de race pour mieux s'attaquer à la République finalement. Donc ça rejoint un petit peu tout ce qu'on s'est dit, Jean-Yves. Je vous propose de finir ce sujet avec une petite note humoristique sur le plateau de LCI avec Luc Ferry et Cohn-Bendit. Il y a dans la société française et il y a dans les institutions françaises du racisme, de l'antisémitisme. Dans les institutions françaises Il y a... Lesquelles? Alors dis-moi lesquelles. Non mais laisse-moi finir maintenant. Mais tu dis n'importe quoi, mais tu dis que des conneries, je veux dire, c'est insupportable. Même si je dis des conneries, j'ai le droit de tu n'arrêtes pas, parler. je continue mon programme. La tienne, pauvre crétin, va. On se calme. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais tu ne dis que des mensonges en ce moment. Luc et Dany, s'il vous plaît. Mais c'est insupportable, arrête de mentir au moins. Monsieur le pape de la vérité. C'est le modèle de la technique, c'est la technique qu'utilise Cohn-Bendit depuis 60 ans. C'est-à-dire que dès qu'il dit
comme le dit Ferry, une connerie, il se fâche pour empêcher l'autre de répliquer. Voilà. Et puis alors on voit quand même la connivence entre l'animateur et les deux bretteurs, peut-on dire, Luc, Dany, voilà, Dany, les amis, Dany, calmez-vous. voilà, voilà. Très drôle. Et je vous lis également un tweet d'Elisabeth Lévy. Macron me déçoit. Pape Ndiaye à l'éducation nationale, c'est bien, mais il aurait dû nommer Assa Traoré à l'intérieur et Ouria Boutelja à la culture. Voilà, une petite note d'humour. Je pense qu'Assa Traoré à l'intérieur, c'est pour le 3e mandat. S'il y en a un, oui. Merci à tous. On passe tout de suite à notre revue de presse. Dans le cadre des élections législatives et de la campagne qui fait rage, les médias, et tout particulièrement ceux du service public, sont encore pris en flagrant délit de favoritisme. Les données de l'Arcom, c'est-à-dire l'ex-CSA, sur le temps de parole des candidats et de leur soutien aux élections législatives, sur la période du 2 au 13 mai, sont sans équivoque. Ils ont brossé un petit peu tous les médias. Le Point s'interroge, LFI et Mélenchon, chouchou des médias. Les chiffres le prouvent en tout cas. La France Insoumise triomphe, notamment sur le service public. France Inter, France Info, France Culture, le parti de Jean-Luc Mélenchon a bénéficié d'un temps d'antenne de plus de 3 heures. Sur France 2, France 3, France 5 et France Info, le total monte à 4h30. C'est 7h40 d'antenne contre, par exemple, moins de 3 heures pour le parti d'Emmanuel Macron et moins de 2 heures pour le Rassemblement national. Oui, et si on totalise toute l'alliance, le NUPES, là... Le NUP, NUPES, je ne sais pas trop comment on dit. NUPS. Avec LFI, mais aussi la France Insoumise, mais aussi le Parti communiste, mais Verts. aussi les écolos, mais aussi... Parti encore le Parti socialiste, on arrive à pratiquement 80% de temps d'antenne. A contrario, le bloc national, c'est-à-dire le Rassemblement national et Reconquête, plus de 30% à l'élection présidentielle, ça donne 3%, un peu plus de 3% en temps de parole. C'est quand même une disproportion absolument incroyable, même si il faut reconnaître les choses, c'est quand même un peu Mélenchon qui a fait le spectacle. Et qui a imposé cette idée d'une campagne pour être Premier ministre. Honnêtement, il a bien joué, quoi, voilà. Oui. Mais il a bien joué parce que les médias ont considéré qu'il pouvait prendre ça au sérieux. Voilà. Donc c'est pas sérieux selon vous ? Non, parce que de toute façon, à supposer, ce qui est infiniment peu probable, que l'alliance de Mélenchon gagne les élections législatives, même dans cette hypothèse, il n'aurait probablement pas la majorité absolue, et celui qui désigne le Premier ministre, c'est le Président de la République. Celui qui choisit le Premier ministre, c'est le Président de la République, et rien ne prouve qu'il choisirait Mélenchon. Donc les médias sont très complaisants dans cette affaire. Voilà. Pour en revenir un petit peu à nos moutons et justement les données de l'Arcom, France 2, France Inter, France Info TV, BFM TV et LCI sont les grands gagnants avec plus de 50% du temps de parole pour la NUP justement. Et la Palme d'Or revient à LCI pour 2h43 sur 3h28 consacrés à tous les candidats et leur soutien, c'est-à-dire grosso modo 80%. Je vous mets à l'écran un petit camembert qui résume bien la chose. Autre élément intéressant, Jean-Yves, c'est que finalement, aucune sanction n'est entreprise vis-à-vis des chaînes, en tout cas pas à ma connaissance. Pas de rappel à l'ordre, alors qu'on se souvient que au début de la campagne présidentielle, il y avait eu des rappels à l'ordre, je crois, sur CNews, qui étaient accusés d'avoir donné trop la parole à Zemmour. Mais sauf que CNews, par rapport aux grandes chaînes de services publics, c'est très peu de choses en audience. Et donc, l'extrême déséquilibre des chaînes publiques est infiniment, en période de campagne. Oui. Là, on est en période, la campagne est officielle, là. Bon, pour les législatives, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus significatif. Et là, l'Arcom s'en fiche un petit peu. En attendant, cette semaine, ils ont envoyé quand même 2 mises en demeure à CNews. La première... Ça, pour les mises en demeure à CNews, ça fonctionne. La machine ne s'arrête jamais. La machine ne s'arrête jamais. Bon. La première, tout d'abord, pour des propos qu'a tenu Yvan Rioufol sur le plateau, en comparant notamment
finalement le confinement, le fait de confiner les gens au ghetto de Varsovie. On regarde rapidement les images tout de même. Il dit qu'il faut faire attention à la ségrégation hygiéniste, parce que dans la ségrégation hygiéniste, on a connu ça sous le nazisme notamment. Rappelez-vous quand même que quand le ghetto de Varsovie a été créé en 1940, c'était un lieu de contaminés. C'était d'abord un lieu hygiéniste. Les ghettos, c'est ça, l'origine du ghetto, c'est ça. Oui, le ghetto, c'était ça. C'était un lieu hygiéniste. C'était un lieu qui était fait pour préserver du typhus. Cette ségrégation qui s'est installée au nom d'un hygiénisme d'État est tout à fait totalitaire. Et la seconde, c'était concernant les propos du professeur Christian Perron qui expliquait qu'il n'y avait pas de 5e vague et que l'épidémie était quasiment terminée en France. Ça, c'était en novembre 2021. Et alors, on se demande quand est-ce que l'Arcom va sanctionner tous ces experts de plateau dont parlait Fabien Namas en image de la semaine. Quand le docteur Deray a affirmé que les enfants développaient Alzheimer avec le Covid, c'était quand même une énormité hallucinante. Très beau bobard. Très bobard, de très grande classe. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un rappel à l'ordre de l'Arcom. Sachant qu'il avait tenu ce propos hallucinant sur 2 chaînes de télévision et que l'une d'entre elles avait rectifié, mais pas l'autre. Et donc l'autre celle qui n'avait pas rectifié, c'était C'est à vous, non? C'est ça, sur la 5? Je crois que c'est C'est à vous et LCI avait rectifié en l'occurrence. D'accord, ok. En attendant, Jean-Yves, les médias, enfin du moins les syndicats des médias, CGT, CFDT, FO et SNJ, ont appelé les salariés de France Télévisions à faire grève et à manifester à Paris le 28 juin prochain pour protester contre la suppression de la redevance audiovisuelle. On voit qu'on s'attaque au vrai sujet finalement, au vrai sujet de société chez les médias. Oui, on défend en fait, ce qu'ils défendent, c'est la durée, la permanence d'une recette affectée. Parce qu'évidemment, le gouvernement va supprimer la redevance audiovisuelle, mais c'est un transfert d'impôt. Sauf que la redevance audiovisuelle, c'est une recette affectée et que la recette d'impôt, elle ne sera pas affectée. Donc ils défendent vraiment leur beefsteak. Alors moi, je crois qu'ils font ça le 28 juin. Ce serait peut-être sympathique qu'il y ait une manifestation d'auditeurs, de spectateurs, le 28 juin devant l'Arcom pour demander le pluralisme dans l'audiovisuel, le pluralisme idéologique, le pluralisme culturel, le pluralisme politique. Voilà, je lance l'idée, je ne sais pas si elle sera reprise au bon, mais ça pourrait faire une manif sympa. En plus, c'est un endroit agréable, hein, c'est à côté du pont de Grenelle, voilà, c'est tout à fait bien pour faire une manif. On y passerait un bon samedi après-midi, somme toute. Voilà. Alors, un sujet un petit peu plus sérieux cette fois. Une autre tuerie de masse a eu lieu mardi aux États-Unis. C'est une école primaire, cette fois, qui a été ciblée par un certain Salvador Ramos, un homme de 18 ans, donc d'origine latine-américaine. 20 personnes sont décédées, Jean-Yves, dont 19 enfants, des petits écoliers, et un professeur. France Info nous parle d'un tireur qui tue 19 écoliers, donc au Texas, et une Amérique sous le choc, toujours avec la lame de fond finalement du débat sur les armes à feu. Il y a malheureusement beaucoup de tueries de masse aux États-Unis, on en a déjà parlé la semaine dernière, et le traitement médiatique oscille. Dans les rares cas où le tireur est blanc, là, on le mentionne, et le cas échéant, on accuse le racisme blanc, le suprémacisme blanc, et là, on enfonce ce clou-là. Quand le tireur n'est pas blanc, ce qui est la majorité des cas, la très grande majorité des cas, on l'a vu là aussi la semaine dernière, soit que ce soit des latinos, soit que ce soit des afro-américains, alors là, on insiste sur la liberté d'achat et de détention d'armes aux États-Unis. Donc là, en l'occurrence, on ne critique pas le tireur, on critique l'objet
qu'il a utilisé et la liberté d'accès à l'objet qu'il a utilisé. Oui, la voiture folle, par exemple. Alors c'est la voiture folle, là c'est la mitraillette folle en quelque sorte, ou le fusil d'assaut, je ne sais pas ce qu'il a utilisé. Là où je suis pas exactement... L'arme folle, voilà. Là où je ne suis pas exactement d'accord avec vous, Jean-Yves, c'est tout de même que, même si le tireur est blanc, honnêtement, on relance et on se sert et on instrumentalise aux États-Unis toutes ces tueries pour relancer le débat sur le port d'armes, l'achat des armes légales ou non, etc. Donc je trouve que votre remarque est un petit peu injuste. Ah, bah écoutez, alors, ce qui est vrai, ça nous surprend honnêtement, parce que nous n'avons pas du tout la même culture en matière d'armes que les États-Unis, oui. Mais aux États-Unis, c'est considéré comme une liberté fondamentale. Voilà, c'est l'héritage de leur histoire. Hein. Ou comme un danger aussi pour une autre partie de la population. Et en même temps comme un danger, oui, sans doute. Oui. C'est vrai qu'en France, il y a eu des tueries, hein, bien sûr, dans les écoles, mais ça a l'air d'être moins fréquent qu'aux États-Unis. Infiniment moins fréquent, c'est clair. Mais aussi, il y a la culture du modèle aussi. Et je crois d'ailleurs que, à force de parler des tueries américaines, comme on en parle en Europe, en France en tout cas, on risque d'importer le modèle. Ouais. Car dans ces affaires-là, il y a un côté imitation, émulation. Et donc, est-ce que c'est vraiment pertinent de traiter avec l'importance qu'on leur donne des événements qui ont lieu de l'autre côté de l'Atlantique? On peut se poser la question. Mais c'est un autre sujet pour les médias, en tout cas. Intéressant, le 2 poids 2 mesures de Pierre Plotu, qui la semaine dernière s'écriait un suprémaciste blanc biberonné au pseudo-grand remplacement, etc., qui faisait finalement de la récupération politique de cet attentat terrible, dit aujourd'hui mince, encore de la récupération par les méchants fachos états-uniens. Changement de sujet un petit peu brutal, la propagande continue dans les JT et sur les chaînes d'information en continu concernant la prise de Marioupol. BFM TV a notamment donné la parole à la sœur d'un des chefs du bataillon Azov. Cette milice paramilitaire formée en 2014 est mise en cause pour ses liens avec le néonazisme. On regarde l'image tout de suite. Depuis l'annonce par les Russes de la reddition de Marioupol, il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes chez les familles de ces derniers combattants qui étaient reclus dans cette usine d'Azovstal. C'est le cas notamment de Sandra. Sandra est la sœur d'un des chefs du bataillon Azov. Merci d'être avec nous. En ce qui concerne le nazisme, la propagande russe depuis 2014 parle de cela. Mais le régiment Azov n'a jamais été un bataillon nazi. Il n'y a aucune preuve, ni vidéo, ni photo, ni témoignage. Finalement, Jean-Yves et chers spectateurs, ce qu'on vient de voir de BFM TV, là, cette dame qui nous explique « mais non, il n'y a pas de preuves, etc. » et aucune contradiction vis-à-vis du journaliste, BFM TV disait exactement le contraire il y a un petit peu plus d'un mois. On regarde ensemble. Qui sont les soldats de ce régiment controversé au cœur de la propagande russe contre l'Ukraine? À l'origine, il s'agit d'un bataillon de volontaires néo-nazis. Les références au nazisme de certains de ses membres sont pourtant assumées, comme sur cette photo prise en 2015. Ici, des soldats du bataillon se font immortaliser aux côtés du portrait d'Adolf Hitler. Le régiment Azov, depuis donc son incorporation aux forces armées ukrainiennes et notamment à la garde nationale, est complètement dépolitisé. C'est-à-dire qu'il a ouvert son recrutement à des individus qui n'appartiennent pas forcément aux idées d'extrême droite. Vous avez des personnes venant de différentes origines. Sur Azov, alors, les deux reportages sont contradictoires parce que la sœur de ce commandant de régiment, ou ce colonel, je ne sais pas, nous dit mais non, il n'y a absolument rien qui puisse permettre, pas de photos notamment, qui puisse permettre, pas de photos mais des tatouages, mais qui puissent permettre de dire qu'ils ont des sympathies ou qu'ils ont eu des sympathies nazies. Et il y a un mois avant un reportage qui nous disait oui, ils en ont bien eu, mais ils en ont plus maintenant. Oui. En fait, la vérité, c'est qu'une partie des gens qui sont les plus hostiles à la Russie aujourd'hui sont un peu les héritiers de ceux qui étaient les plus hostiles à l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, et les gens les plus hostiles à l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale en Ukraine, comme d'ailleurs dans les pays baltes, ont eu tendance à faire la guerre avec les troupes allemandes. Voilà, c'est cet héritage-là qui existe. Bon, alors, il y a quand même
un côté, moi je trouve que tout ramener au point Godwin a un côté ridicule. D'ailleurs, on le voit très bien dans la guerre d'Ukraine, puisque Poutine nous explique qu'il combat les ukro-nazis et les nazistes et les nazis ukrainiens, pendant que Zelensky et le camp OTAN nous expliquent que Poutine est le nouvel Hitler, quoi. On est dans le délire du point Godwin, que ça doit ridiculiser, je pense, de manière définitive, ou que ça devrait ridiculiser de manière définitive. Un petit dernier mot peut-être sur Azov, mais simplement leur blason, soleil noir et rune de Das Reich, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté là-dessus, quoi. Oui, bon. Bon, très bien. La Commission européenne, on reste en Europe, la Commission européenne a dévoilé il y a 2 semaines un projet de loi visant à scruter et vérifier tous les messages envoyés à travers les applications de messagerie cryptée, c'est-à-dire que ce projet concernerait notamment l'application WhatsApp ou encore Telegram. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces applications. Un projet donc finalement liberticide qui n'a pas été relayé par les médias, qui n'a pas été diffusé. Donc je le découvre, il me semble, il y a 2 jours sur un site justement Toute l'Europe, donc un site européen. Droits de l'enfant, la Commission européenne dévoile une proposition pour lutter contre la pédocriminalité sur Internet. Finalement, c'est une bonne intention, Jean-Yves? Non, c'est une manœuvre. Alors, je vais vous dire, moi j'ai siégé au Parlement européen il y a plus de 20 ans, à la Commission des libertés. Et c'était très intéressant puisque l'objet de la Commission des libertés, qui était dirigée par les socialistes en l'occurrence, c'était de limiter les libertés. Et le principal membre de cette commission, qui est devenu ensuite président du Parlement européen, M. Schulz, expliquait qu'il fallait limiter les libertés sur Internet, parce qu'à l'époque, Internet était totalement libre. C'était totalement libre. Et l'idée dominante des gens qui étaient sur Internet, c'était la neutralité du net. D'accord. Et il les expliquait, il faut contrôler Internet, et il déclinait son propos. Oui. Il faut contrôler Internet contre la pédophilie, le révisionnisme et le racisme. Si c'était aujourd'hui, il aurait dit la critique de la politique vaccinale, par exemple. Il aurait rajouté ça. Mais vous voyez très bien que la logique, c'est d'utiliser le levier de quelque chose, évidemment, de parfaitement condamnable, qui est la pédocriminalité, et non pas la pédophilie, pour ouvrir la porte de la censure et ensuite tout censurer. Et si vous voulez, ce qui est assez incroyable, c'est qu'est-ce que c'est qu'une messagerie ? Que ce soit Signal ou Telegram ou autre. C'est au fond une forme de courrier. Or, dans les sociétés européennes de liberté, on n'ouvrait jamais le courrier, sauf en période de guerre. Sauf en période de guerre. Et encore, quand on trouve les lettres que les soldats envoyaient pendant la guerre de 14 à leur famille, il passait quand même beaucoup de choses. Voilà. Mais le courrier, sauf en période de guerre, on n'ouvrait jamais le courrier. Et là, on veut faire passer l'idée qu'on va ouvrir, parce qu'après, on dit on ouvre pour ça, mais vous parlez, on ouvre pour contrôler ça, mais évidemment, on va tout contrôler. Et en plus, le problème, c'est qu'on sait très bien, et on le voit, c'est que confier la censure à des robots, il y a beaucoup de dégâts collatéraux. Donc c'est tout un symbole finalement, cette histoire d'ouvrir le courrier. En tout cas, c'est un projet qui est vivement critiqué par certaines associations, notamment l'association de protection de l'enfance, qui nous explique qu'elle y voit une restriction potentielle des libertés civiles et nous dit également une intelligence artificielle recherchant un contenu abusif signalera également à tort un contenu comme illégal, c'est-à-dire que des messages tout à fait normaux pourraient être sanctionnés, censurés sans aucune explication possible. Et un autre intervenant, Joachim Turk, membre du conseil d'administration, nous explique « L'écrasante majorité des activités illégales en ligne ne se déroulent tout de même pas de toute façon pas sur les services de messagerie, mais bien sur les forums et sur ce qu'on appelle le dark web de toute manière. » Merci à Logim, en tout cas, pour cet article. C'est le seul média, enfin, c'est pas un média, mais c'est la seule revue de presse qui a mentionné ce sujet. Logim fait un travail absolument remarquable. Ils ont aussi fait un bon portrait de Laure Mandeville, qui est une journaliste du Figaro sous Kazakh OTAN, et donc qui, comme le dit avec beaucoup d'humour
l'OGIM nous envoie de bons baisers de Washington. Bon, alors bonne lecture à vous tous. En attendant, le Festival de Cannes a commencé sur les chapeaux de roue, pour ainsi dire. Vous comprendrez le jeu de mots dans un instant. Les déclarations de Lola Kivoron, réalisatrice du film Rodéo, présentée au festival, provoquent le débat. Alors on a un côté de la presse finalement, Télérama, France Info, etc., qui se réjouit de ce beau film qui est nominé au César. Lola Kivoron, réalisatrice de Rodéo, je trouvais le cross-bitume attirant, étrange et marginal. La Bike Life, chez France Info, présente à Cannes avec le film Rodéo de Lola Kivoron en collaboration avec Brut. Ça a l'air formidable, la Bike Life et le cross-bitume. Ah, formidable, hein. C'est des jolis mots pour une activité très illégale. On risque pas de parler du cross, du motocross sur les zones de motocross normales, où il y a ça dans la France rurale, hein, parce que là, c'est les ploucs de blanc qui le pratiquent, donc ça va évidemment pas intéresser les festivaliers de Cannes, quoi, voilà. Exactement. Alors, polémique autour du film Rodéo au Festival de Cannes, le maire David Linard répond à la réalisatrice. Il y a eu un échange sur Twitter entre les deux, hein. David Linard se félicite d'avoir attrapé justement des véhicules utilisés pour les rodéos urbains. Et finalement, la réalisatrice développe un petit peu son propos. Les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui pousse du coup les riders vers la mort. En fait, concrètement, Lola Kivoron montre du doigt les forces de l'ordre qui viennent, selon elle, entraver la liberté des riders. Alors là aussi, on est dans la justification de la narco-tyrannie, parce que en ce qui concerne les automobilistes, on a une répression extrêmement précise, hein, extrêmement forte, pour le stationnement, pour la vitesse, pour les voies de bus. Enfin, il y a vraiment une répression très forte, etc. Et alors, par contre, pour les riders à moto, là, il faut laisser faire des choses qui sont manifestement contraires au code de la route. Et il y a beaucoup de victimes, puisque cette dame oublie, c'est le nombre de victimes, d'enfants parfois, qui sont fauchés par ces motos. Oui, mais elle n'a Dieu que pour les victimes, les riders tombés au guidon. Ce que je trouve également assez drôle, Jean-Yves, finalement, c'est que ce festival semble se placer sous l'aune de la criminalité, qu'elle soit urbaine ou même forestière. Casserole judiciaire, mais juré à Cannes, Ladj Ly est-il l'intouchable du cinéma français ? Alors on se rappelle de Ladj Ly, finalement, qui a été condamné à 3 ans de prison ferme pour enlèvement et séquestration en 2012. C'était une sorte d'histoire d'amour qui avait mal tourné avec une de ses connaissances lointaines. Il avait participé à enlever la personne concernée, à la tabasser et la menacer dans les bois. Voilà, condamné à de la prison ferme. Et il est également soupçonné de s'être servi dans les caisses de son école de cinéma gratuite qu'il a lui-même fondée, Court Trajmé. Voilà. 300 000 €, il me semble. Bon, c'est pas encore. Soyez pas mesquin. C'est pas encore certain. Non, mais si je pouvais piquer 300 000 € à l'école que je fonde, je le ferais aussi, je pense. Oh, bah bien sûr, bravo, belle moralité. Bon. Sacré Festival de Cannes, en tout cas. Merci à tous. On passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine. Damien Abad, ex-président du groupe LR à l'Assemblée nationale et depuis peu ministre macronien des Solidarités, de l'Autonomie et du Handicap, fait l'objet de graves accusations amplement relayées par la presse. C'est finalement un sujet de la semaine dont on ne pouvait pas se passer à immédiat. Alors, il est concrètement accusé de viol par 2 femmes et pour des faits qui remonteraient respectivement à 2010 et 2011. On voit donc finalement, avec l'ampleur qu'a pris cette affaire, le poids et le pouvoir de ce que vous avez appelé par le passé la délation, Jean-Yves. Oui, la délation et la tyrannie médiatique. Parce que, indépendamment du parcours un peu sinueux de M. Abad, qui après avoir fortement critiqué la Macronie, la rallie, passons. C'est un grand classique. Un grand classique, voilà. On lui reproche des faits donc, de viol, quelque chose de grave, qui normalement laisse des traces, qui remontent à 2010 et 2011. Alors, on est quand même 11 ans après. Oui. Donc, la première question qui se pose, c'est pourquoi les plaignantes n'ont pas saisi la justice. Alors, peut-être parce qu'elles étaient traumatisées. Peut-être. Alors, en fait, il y a une des plaignantes qui a saisi la justice pour une des affaires, et la justice a estimé qu'il n'y avait pas de matière à poursuite. Donc, a priori, on devrait plus
on ne devrait plus en parler, on ne devrait plus en entendre parler. La deuxième plaignante, apparemment, l'affaire est en cours en cours de la justice, vient d'être saisie, ce qui est tout de même un peu étonnant, 10 ans ou 11 ans après les faits présumés. Voilà. Donc il y a quand même, on a l'impression que l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique fait quand même une chasse à l'homme un peu étrange. Et alors on voit d'ailleurs que Abad est quasiment obligé de prouver son innocence, ce qui n'est pas facile. Prouver son innocence, quel que soit le fait dont on vous accuse, pas facile. Surtout dans les médias. Surtout dans les médias. On peut se défendre, et donc lui est amené à mettre en avant son handicap, parce qu'effectivement il a un problème de locomotion, à la fois des membres inférieurs et des bras, et donc il est obligé d'utiliser son handicap pour prouver son innocence. Tout ça objectivement, mais quand même très très mal à l'aise, très très mal à l'aise, et franchement je pense pas que ça fasse beaucoup avancer le débat public. Des révélations également de France Info. Affaire Damien Abad, Matignon connaissait la teneur des accusations visant le ministre plusieurs heures avant les révélations de Mediapart. On comprend que finalement, au moment où la nomination de Damien Abad s'est décidée, ou dans les jours qui suivaient, ils avaient tout de même connaissance de toute cette affaire, finalement. Contrairement à ce qu'a dit Elisabeth Borne, il y a aussi une affaire... Tous ces ragots, oui. Voilà. Alors il y a une affaire, effectivement, puisqu'elle a... c'est une affaire factuellement, ça a pris de l'ampleur, quand même. Oui, absolument. Oui. Bon, voilà. Marine Turchi, donc la journaliste de Mediapart, à l'origine des révélations sur Damien Abad, affirme à France Info qu'elle a contacté par téléphone et par mail le service de presse de Matignon vendredi en fin de journée, avant que l'histoire soit publiée le dimanche finalement. Que Damien Abad soit obligé de préciser pour se défendre des accusations de viol que, vu son infirmité, il ne peut pas avoir de relations sexuelles sans l'aide et la coopération de sa partenaire, je trouve qu'on a franchi le Rubicon. Même aux États-Unis, ils n'en sont pas arrivés à ces dérives. Un petit mot, Jean-Yves ? Bah oui, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Mais pitoyable dans quel sens ? Qu'on parle de ça de cette manière-là, quoi. Voilà. De manière aussi crue, aussi ouverte sur la place publique. Pitoyable. C'est un peu laver son linge sale en public, finalement. Bon, d'accord. Il y a également une autre histoire qui commence à toucher Damien Abad là, ces derniers jours. C'est qualifié en des termes peu élogieux par Libération, une affaire de barbouzerie. Damien Abad est ami avec un couple d'entrepreneurs de la région d'Oyonnax. Ces deux personnes sont actuellement en procès pour avoir commandité le meurtre d'un de leurs salariés syndiqués avec l'aide de militaires français qu'ils avaient engagés, ou ex-militaires français de la DGSE, qu'ils avaient employés à cet effet. Damien Abad s'est donc enquéri finalement des nouvelles de l'affaire auprès de la préfète du coin. On voit qu'entre les accusations de viol qui sont peut-être pas tout à fait justes, et ces affaires-là, il est quand même pas dénué de tout crime et de tout péché, ce Damien Abad. Non, vous prenez ça avec philosophie. Non, je prends pas ça avec philosophie, mais bon, qui se renseigne sur des gens qu'il a rencontrés, parce que bon, un député de circonscription, il rencontre tout le monde. C'est pas forcément. Ça tient pas, quoi. Enfin, bon, ceci étant, il est quand même issu du RPR, qui est un parti qui a eu une assez grande tradition de barbouzerie. Mais enfin, bon, voilà. Et pour votre coup de chapeau, Jean-Yves, est-ce que vous en avez Mon coup de chapeau, c'est, comme très souvent, comme tous les 2 mois, le dernier numéro d'Éléments, qui consacre sa couverture, sa une à Russie-Ukraine, comment l'Amérique mène sa guerre à l'Europe. Je crois que c'est un point de vue géopolitique tout à fait intéressant. Il y a d'autres articles intéressants à lire sur un essai de Bernard Sombart, la folie transgenre, le scandale sanitaire à venir, et c'est vrai que c'est extrêmement préoccupant de voir le nombre d'adolescents qui aujourd'hui essayent de se transformer avec des hormones qui leur sont prescrites, soit pour devenir
avoir des caractéristiques masculines pour les filles ou des caractéristiques féminines pour les garçons. C'est quand même un vrai sujet, et je pense qu'ils ont raison d'en parler. Et puis, il y a une longue interview de Jérôme Sainte-Marie sur les dernières élections. Je cite l'interview avec magnanimité parce que je ne suis pas du tout d'accord avec son contenu, mais ça fait partie du débat. Voilà, en tout cas, c'est un très bon numéro à lire. Merci beaucoup Jean-Yves, merci à tous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Merci encore à nos contributeurs qui nous regardent chaque semaine et qui regardent les JT pour nous et qui nous font leur petit compte-rendu. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre à l'adresse mail suivante, immedia.tvliberté@gmail.com, si jamais vous voulez y participer également. Merci à tous, n'oubliez pas d'aimer, commenter et partager, et puis à la semaine prochaine Jean-Yves. À la semaine prochaine.